Madame la directrice générale, monsieur le rédacteur en chef, on va se poser la question de savoir pourquoi ce partenariat existe entre la revue et l'école. Et il est proposé de se poser la question de savoir pourquoi ce partenariat existe au service des idées et des savoirs. Pourquoi avez-vous choisi cette thématique ? Alors, pourquoi cette thématique ? Quand on a réfléchi à la raison d'être de la journée, au-delà de l'histoire de nos deux institutions, donc on le rappelle, aujourd'hui, on est deux petits vieux à la table. Arnaud fête ses 130 ans. De notre côté, on fête nos 125 ans. L'idée, c'était de se dire comment ces deux institutions ont traversé l'histoire, quel est leur bilan, quel est leur cheminement, et finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'on est si différent que ça d'il y a 125 et 130 ans. Alors, sur la discipline des sciences politiques, il s'est sans doute passé beaucoup de choses dans ce champ disciplinaire, mais on se rend compte aussi, quand on revisite nos histoires et nos prises de parole ou nos enseignements, qu'il y a une vraie contemporanéité des sujets. Il faut savoir que dans le cadre d'HEIP, au début du siècle dernier, les enseignements étaient dispensés sous forme d'électifs, mais on apprenait déjà ce qu'étaient les aires géopolitiques, la macroéconomie, l'introduction au droit pénal, évidemment la sociologie, évidemment l'étude de la République, les grandes questions sociales, mais aussi la place des faits religieux dans notre démocratie. Et quand on revisite toute cette histoire, on se rend compte finalement que on a traversé plus d'un siècle autour d'un seul et même paradigme pour notre école. L'école, elle est née dreyfusarde, ce qui veut dire qu'elle s'est mise très tôt au service d'une cause qui demeure encore aujourd'hui le paradigme de notre fonctionnement, c'est la défense et l'enseignement des libertés publiques. Et ça, c'est resté extrêmement fort dans ce que nous sommes et dans ce qui nous caractérise. Et puis, on a observé aussi une survivance, une permanence ou un développement d'éléments d'identité. Il faut se rappeler que quand l'école est fondée en 1899, Dickmey réunit autour d'elle des universitaires qui sont soucieux de contribuer à l'émergence de nouvelles disciplines et qui ont très envie de le faire en rupture avec la façon dont on enseignait académiquement dans les grandes universités françaises. Cette agrégation d'acteurs autour de Dickmey a forgé l'identité de l'école, c'est-à-dire qu'on a vu émerger des enseignements de discipline qui sont finalement des approches extrêmement pratiques, non dogmatiques dans les enseignements. Donc ça, c'est très fondateur et c'est très important. Nous sommes certes une école politique, mais vous le savez, on le répète souvent, nous sommes aussi une école apartisane. Nous défendons le principe que tout débat ne peut être que contradictoire. Et évidemment, on s'appuie sur un certain nombre d'éléments pour vous apprendre, et là je personnalise en m'adressant à tous nos étudiants qui sont présents ici à Paris et sur tous nos campus, le principe de l'altérité, du respect de l'autre, de la compréhension des différentes opinions qui peuvent exister et la capacité d'empathie, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre pour comprendre et de fait mieux défendre ses positions, est quelque chose de totalement fondamental sur lequel nous insistons beaucoup. Alors Arnaud, du point de vue de celui qui écrit, qui analyse. Alors peut-être d'abord remercier l'HEIP, c'est important, parce que c'est un partenaire et c'est un de nos plus anciens partenaires. C'est un partenaire fidèle. Un, deux, voilà, ça marche mieux. C'est un partenaire fidèle, c'est un partenaire lointain. Alors c'est un partenaire lointain, pourquoi ? Parce que Céline l'a rappelé, ce qu'il faut comprendre dans notre histoire commune, c'est... Alors Éric Anceau vient d'arriver, il en parlera beaucoup mieux tout à l'heure que moi, c'est notre naissance et c'est le contexte de notre naissance. 1894 pour la revue politique et parlementaire, 1899 pour ce qui était d'ailleurs l'école des hautes études sociales à l'époque, avant qu'elle ne devienne plus tard l'HEIP.
1894, je rappelle que historiquement, c'est la date de la condamnation du capitaine Dreyfus. 1899, c'est le moment où l'affaire Dreyfus bat son plein. Parce qu'en fait, il faut attendre 1898 et le J'accuse de Zola pour que l'affaire devienne véritablement médiatique et politique. 4 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, nos deux institutions naissent à un moment où la République est en construction et où la République est fragile. Alors, elle est en construction parce que finalement, depuis 1875, un certain nombre de grandes lois ont assuré ses fondations. Des lois de liberté publique, liberté de la presse, liberté de réunion, liberté des collectivités, quelques grandes lois aussi sociétales, comme la loi sur le divorce, les grandes lois sur l'éducation. Mais il ne faut jamais oublier que finalement, le régime a pris son caractère définitif que depuis moins d'une vingtaine d'années, avec l'amendement Vallon, qui est d'ailleurs présenté par un député monarchiste, orléaniste. Donc c'est, si vous voulez, une république qui est véritablement encore, pour reprendre un mot de Blandine Kriégel, incertaine. Et elle est d'autant plus incertaine que les années 1890 sont des années très difficiles pour la République, non seulement à cause de l'affaire Dreyfus, mais parce que vous avez eu le scandale de Panama, qui a quand même ravivé un sentiment anti-parlementaire très fort dans la société française, parce que vous avez en 1893 un nombre important de monarchistes qui se font élire aux élections législatives. Enfin, vous avez en tout cas un contexte qui est un contexte difficile. Et quand la revue politique et parlementaire naît, elle naît dans ce contexte. Et l'HEIP naît également dans ce contexte. Donc, on est, d'un côté, la revue, une entreprise politique et intellectuelle, une initiative politique et industrielle créée par Marcel Fournier. Je vais y revenir quelques instants, mais encore une fois, Eric Anceau y reviendra plus longuement que moi. Et l'école, l'HEIP, qui est de fait une entreprise à la fois d'enseignement, mais aussi de débat. Alors j'en viens finalement au deuxième élément. La République, évidemment, c'est ce qui nous lie. Mais à côté de la République, c'est un deuxième élément, c'est le débat. Et c'est vrai, je rejoins ce que dit Céline, c'est qu'il y a, si vous voulez, des correspondances entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous avons vécu dans ces années-là. La République est très polarisée dans ces années-là. Elle est très polarisée, d'ailleurs, à l'intérieur même du camp républicain. Il faut le rappeler, entre les républicains modérés qui sont, d'une certaine manière, ceux qui sont à l'origine de la création de la revue politique et parlementaire, dont Marcel Fournier, qui est prof de droit et chartiste. Il a cette double casquette, historien et juriste, publiciste, comme on disait à l'époque. Donc ça, c'est un point important et évidemment très polarisé parce que la République est remise en cause par un certain nombre d'opposants au régime. C'est pas quelque chose, encore une fois, d'achevé. Donc ce contexte est intéressant parce que finalement, l'époque que nous vivons aujourd'hui, alors le régime républicain n'est plus véritablement remis en cause aujourd'hui. On peut le considérer que la plupart des forces politiques qui aujourd'hui sont représentées au Parlement, aucune d'entre elles remet le caractère républicain du régime en cause. Mais par contre, ce à quoi nous assistons, en effet, c'est un débat qui est très polarisé et qui, à mon sens, et on en discutera peut-être un peu plus longuement dans la journée, qui est de fait porteur d'un pluralisme qui était une sorte de faux pluralisme. Alors oui, il y a une pluralité des opinions, oui, il y a une pluralité des expressions. Mais il est extrêmement difficile de faire débattre ensemble des gens qui sont opposés et qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs et qui ne partagent pas forcément les mêmes expressions et les mêmes opinions. Et de ce point de vue-là, HEIP d'un côté et la revue politique et parlementaire de l'autre ont cette culture de rompre avec l'entre-soi. C'est-à-dire, en fin de compte, nous faisons en sorte que des gens qui ne sont pas forcément d'accord puissent se mettre d'accord sur les conditions d'un débat et puissent s'exprimer. Et c'est, je crois, la grande force de la revue politique et parlementaire, comme celle de l'École des hautes études internationales et politiques, que de pouvoir en effet conduire, je veux dire, cette démarche qui est une démarche absolument essentielle et qui est une démarche de respiration civique dans une démocratie qui parfois apparaît quelque peu asphyxiée. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, et José Milano l'a parfaitement rappelé dans son introduction, c'est le rapport aux élites. Si vous voulez, la revue politique et parlementaire et la HEIP ont finalement un même ressort quand elles naissent. Vous savez, Renan, qui est un des
des grands penseurs grands penseurs politiques de la seconde moitié du 19e siècle considèrent que si la France a perdu en 1870, c'est que parce que l'instituteur prussien l'a emporté. C'est ça qui domine finalement une grande partie de la pensée politique des élites qui sont d'une certaine manière naufragées par la défaite de 1870, c'est de considérer que la France n'a pas été capable de se réformer au niveau de ses élites et n'a pas mené les politiques éducatives qui auraient dû lui permettre justement de tenir tête à la Prusse de Bismarck. D'où la création de l'école libre des sciences politiques par Émile Boutmy, et d'où la création de la revue politique et parlementaire par Marcel Fournier, qui veut en effet fournir, et il le dit d'ailleurs dans plusieurs de ses articles, des éléments éducatifs au service des élites. Et de la même manière, Dickmé a cette même volonté. Dickmé, qui est un personnage absolument, en effet, vous l'avez dit, elle est romancière, mais elle est très romanesque aussi dans sa vie. C'est quelqu'un qui a, je veux dire, un esprit curieux, qui a beaucoup d'entre-gens, et qui a beaucoup d'entre-gens. Il suffit de voir le... C'est très intéressant de regarder le carnet d'adresses de Dickmé. Le carnet d'adresses de Dickmé est absolument remarquable. Il va de la droite à la gauche. Il va de la gauche à la droite. Elle est très proche du comte de Chambrun, mais elle a des amitiés du côté d'un certain nombre de penseurs socialistes. Donc, si vous voulez, elle a une espèce de vision panoramique de la société et de vision panoramique de la politique qui est très intéressante. Et de ce point de vue-là, la revue politique et l'HEIP, aujourd'hui, poursuivent les mêmes objectifs qui étaient finalement leurs objectifs initiaux. Et je crois que c'est la force d'une revue aujourd'hui dans un débat public qui est, le moins qu'on puisse dire, assez hystérisé et parfois trop polarisé. Merci Arnaud d'avoir abordé déjà la deuxième thématique qui est effectivement le rôle à la fois d'HEIP et de l'RPP dans le débat public. Céline, pour l'école. Oui, sans reparaphraser ce qu'a dit Arnaud, je crois qu'en ce qui concerne HEIP, on se concentre sur 3 éléments qui ont toujours été présents historiquement, mais qu'on redéfinit aujourd'hui à travers 3 termes. C'est qu'on apprend 3 choses aux étudiants de notre école. On leur apprend à penser, on leur apprend à débattre et on leur apprend à agir. Et on leur apprend ces 3 éléments, effectivement, parce qu'il y a nécessité de sortir d'une forme de polarisation du débat, mais je crois surtout de façon encore plus importante, l'idée c'est de leur donner les clés pour sortir du règne de l'émotion permanente, voire de l'hyper-émotion permanente dans laquelle les débats publics nous plongent très régulièrement et sur lesquels on trouve des traitements médiatiques qui effectivement peuvent être problématiques. Donc ce qui veut dire que historiquement et encore aujourd'hui, l'école s'est conçue, se conçoit et se vit comme un lieu de dialogue, comme un lieu de promotion d'idées, comme un lieu d'espace intellectuel pour produire du débat éclairé. Finalement, HEIP, c'est une sorte de sas, c'est une agora, en tout cas un espace de dialogue entre des acteurs d'opinions divergents et on insiste très lourdement là-dessus. C'est qu'effectivement, comme Dickmé s'était entouré à l'époque, il y a la nécessité et l'importance pour notre école de continuer à naviguer sur l'échiquier politique républicain et démocratique et de permettre à chacun de construire son référentiel, ses opinions, ses arguments et de savoir les poser, les comprendre et les débattre avec tout un chacun. Céline, Arnaud, je vous remercie pour ces propos introductifs.